VOA Afrique. Jacques Aristide dans la capitale américaine, tout un plaisir de vous retrouver en ce jeudi 24 décembre pour vous proposer un Washington Forum en 2 temps. La République centrafricaine, où les autorités ont proposé un nouveau report des élections, et le Rwanda qui se dirige de plus en plus vers un 3e mandat présidentiel. Les Rwandais ont massivement accepté par référendum vendredi une réforme constitutionnelle qui permet au président Paul Kagame de se représenter en 2017. Mais risque-t-il de compromettre son bilan? Les élections en République centrafricaine seront-elles déterminantes pour un retour de la paix? Washington Forum. Bienvenue et mille merci pour votre fidélité à Washington Forum. Cap donc sur la République centrafricaine. Eh bien, c'était prévisible. Le gouvernement de transition a proposé ce jeudi soir le report des scrutins présidentiels et législatifs qui était prévu ce dimanche au mercredi 30 décembre. Tatiana Mosso, notre envoyée spéciale à Bangui, nous rejoint via Skype. Tatiana, quelles sont les raisons qu'ont avancées les autorités pour expliquer cet énième report ? Alors ce report, il est sans surprise. Pourquoi sans surprise? Parce que plusieurs voix ici à Bangui commençaient à s'élever. C'était une rumeur qui circulait déjà dans le marché ce matin. Différentes personnes que nous avons pu interviewer nous disaient déjà, vous savez, peut-être qu'on ira aux élections que le 3 janvier ou que le 5 janvier. Finalement, c'est le 30 décembre, 3 jours de plus sur la date de base. 2 raisons majeures pour le report de cette élection. La première, c'est la question de la logistique. Après avoir fait le bilan du référendum, on a décidé, après une grande concertation avec les différents membres du gouvernement ainsi que toutes les institutions qui travaillent autour de l'organisation de ces élections, eh bien, ils ont décidé que le report était inévitable, on s'y attendait. Évidemment, la raison logistique, les bulletins de vote ne sont pas encore arrivés. Ensuite, il faut les acheminer partout sur le reste du territoire. Il y a aussi l'autre raison qui est que le personnel n'est pas formé. Le personnel que nous avions vu dans des bureaux de vote au moment du référendum, eh bien, il faut qu'il continue de pouvoir être formé parce que beaucoup d'erreurs avaient été effectuées et cette raison principale de la formation du personnel ainsi que de l'acheminement du matériel électoral ont eu raison justement de la décision qui avait été prise pour le 27 décembre. Donc, des élections dans une semaine. La majorité de la population sera surprise, puisque ici c'est Noël comme partout ailleurs dans le monde, mais surtout les gens avaient plus l'idée de fêter les fêtes de fin d'année plutôt que d'aller aux élections dimanche. C'est un soulagement pour certains, mais pour d'autres, cela garde encore en suspens la tension qui règne dans le pays. Je vous rappelle qu'un tiers du pays avait plus ou moins voté pendant le référendum, ce qui est énorme, avec un taux de à peu près 38% seulement. Merci bien Tatiana, et vous l'avez remarqué, la liaison Internet n'est pas parfaite, nos excuses. Voilà, pas de surprise donc pour les Centrafricains, ce rendez-vous électoral longtemps attendu a un enjeu majeur, mettre un terme à la crise sans précédent dans leur pays. Tatiana fait le point maintenant sur l'ambiance de campagne sur le terrain. C'est l'effervescence dans les rues du centre-ville de la capitale. L'engouement de la fin de campagne électorale se mélange à celle de Noël et plus généralement des fêtes de fin d'année. Sur les trottoirs, sapins et affiches électorales se confondent. Les slogans des candidats se glissent au milieu des guirlandes. On a traversé des moments très difficiles et nous sommes très contents pour qu'il y ait des élections et aussi la Noël et puis la bonne année. On va aller voter le dimanche, mais on est bien préparé par rapport à ça. On a beaucoup souffert, mais on veut sortir de cette crise. Ce qu'on aime plus, c'est la paix. Donc on peut faire l'élection. Puisque l'élection passe bien, il y aura la paix au pays. Sinon on a compris le. Il y a encore un an, personne n'aurait pu imaginer des élections dans le pays. Toutefois, il reste encore des poches de tension, bien que les grands candidats aient pu finalement battre campagne en dehors de Bangui.
Le déroulement du scrutin retient tout le pays en haleine, tout comme la communauté internationale. La crainte de débordements violents étant la préoccupation majeure de ce premier tour. Et voilà l'heure maintenant d'entrer dans le vif du sujet avec nos invités. Avec moi en studio, professeur Gervais Niaka Lagoké, analyste politique d'origine ivoirienne, auteur de plusieurs ouvrages sur l'Afrique. Et de Bruxelles, nous attendons un invité. On espère qu'il va pouvoir nous rejoindre. Alors, les Centrafricains attendent ce rendez-vous électoral avec beaucoup d'impatience, Niaka. Votre réaction après l'annonce de ce nouveau report ? Je pense que c'était une bonne chose. C'était une bonne chose dans la mesure où, selon mon analyse, l'élection est un peu même précipitée. C'est-à-dire qu'on aurait pu attendre encore quelques mois pour faire une élection beaucoup plus potable. Alors, donc 3 jours afin de pouvoir faire acheminer les documents électoraux dans les communes et puis recevoir les documents aussi essentiels comme les PV du Cameroun. Je pense que c'était une très bonne chose de reporter dans de 3 jours. Oui, et maintenant la date du 30 décembre qui a été avancée n'est qu'une proposition de l'autorité nationale des élections, la NE, parce que c'est vrai que les partis impliqués dans le processus l'ont salué, cette décision, mais la validation de la nouvelle date demeure cependant suspendue à une dérogation de la Cour constitutionnelle de transition. Le code électoral centrafricain prévoit en effet que tout scrutin doit se dérouler un dimanche, comme l'indique l'AFP ce soir. Alors, Niaka, êtes-vous convaincu que ces élections auront bel et bien lieu mercredi prochain ? Oh, bon, je ne suis pas un devin, parce que mais il peut arriver qu'il y ait aussi une situation de tension, dans la mesure où les bandes armées sont encore en action. Donc, un petit incident peut toujours permettre le report des élections, mais je pense que nous sommes prêts. Nous sommes proches de pouvoir organiser ces élections, dans la mesure où l'essentiel a été fait, même si ça n'a pas été fait comme on le souhaitait, même s'il y avait une certaine forme d'impréparation, dans la mesure où ceux qui vont travailler dans les bureaux de vote, comme votre correspondante l'a dit, et comme beaucoup de reporters l'ont dit, ils n'ont pas été suffisamment bien formés pour pouvoir participer de façon effective et efficiente à ce processus électoral. Mais n'empêche, il faut se poser des questions parce que là, aujourd'hui, quand on lit cette dépêche de l'AFP, alors on nous dit que les préparatifs de ces scrutins, la formation des agents électoraux qui n'ont pas tenu correctement les procès-verbaux des bureaux de vote lors du référendum constitutionnel du 13 décembre et l'acheminement des bulletins de vote. Alors, c'est pas trop sérieux, c'est pas très sérieux tout ça. Je ne dirais pas que c'est pas sérieux, mais il faut aussi savoir que la communauté internationale, surtout les Français, ont mis la pression. Il y en a qui disent que la France et les partenaires internationaux de la République centrafricaine avaient même voulu que l'élection se tienne l'année dernière. Mais je pense que effectivement, les conditions ne sont pas des conditions idéales d'une élection crédible et transparente, mais on comprend le désir d'une partie de la communauté internationale et d'une partie de la population centrafricaine de vouloir sortir de cette situation de crise. Je pense que c'est ça l'élément fondamental. Mais comme on le sait, effectivement, lors du référendum, il y avait beaucoup de soucis déjà. Et on croyait que ce référendum allait être un test. Donc c'est un test quand même, on est passé à côté de la plaque. Bon, ce que je dis encore, on ne peut pas blâmer toutes les autorités centrafricaines, dans la mesure où les autorités centrafricaines sont dans un contexte de fragilité par rapport à un environnement global. Et donc elles subissent des injonctions. Elles n'ont pas peut-être toujours eu la possibilité d'affirmer leur désir. Et donc, c'est ce qui fait qu'on a pu voir ce résultat. Mais n'empêche que, le côté positif, c'est qu'il y a eu quand même des avancées démocratiques dans cette constitution-là. Et donc, il faut aussi saluer cela. Donc, pour vous, peu importe si on arrive à les organiser cette année, du moins le 30 décembre, ou même peut-être dans le courant, peut-être le début de l'année prochaine. Oui, le début de l'année. C'est-à-dire même si c'était 1 ou 2 ou 3 mois pour faire former les gens. Mais comme il semble qu'ils ont décidé, c'est pour cela que nous ne pouvons que les accompagner. Mais sinon, pour moi, j'ai un ami qui est très impliqué dans la situation parce qu'il est centrafricain. Il a même souhaité que les élections aient lieu dans 2 ans ou 3 ans. Mais maintenant que ça se passe, on peut trouver qu'il y a des avancées positives. Si on les décale d'1 mois, ce sera encore parfait si les gens peuvent former les agents électoraux. Oui, mais vous comprenez la frustration de beaucoup de Centrafricains parce que ces élections ont été reportées à maintes reprises. Alors là, croyez-vous que
allons dire d'ici la fin de cette année ou peut-être début de l'année prochaine, les autorités parviendront vraiment à finaliser les mesures nécessaires pour permettre aux électeurs dans ces zones où la sécurité est quasi inexistante, donc de sortir voter? Oh, ça sera la véritable question. On a présenté la situation en République centrafricaine comme si l'élection était une sorte de panacée et comme une sorte de potion magique qui réglerait tous les problèmes en République centrafricaine. Ce n'est pas vrai. Alors donc, ce qui est évident, c'est que ceux qui se sont impliqués dans la résolution de la crise, qui sont les partenaires internationaux, n'ont pas forcément fait le travail comme la MINUSCA et bien d'autres institutions. Sinon, je pense que le désir de sortir de crise est une réalité et au moins c'est ce qu'il faut saluer. En tout cas, Nyaka, c'est une participation massive qui est attendue. Nous savons déjà que 95% des Centrafricains en âge de voter se sont inscrits sur les listes électorales dans un pays ravagé par des affrontements intercommunautaires. Les Centrafricains ne veulent qu'une chose, la paix. Nyaka, l'espoir est-il permis? Oui, moi je suis de nature optimiste et je pense que même s'il y a encore des conditions qui peuvent permettre des crises, mais je pense que l'espoir est permis pour la République centrafricaine. Alors, je vous propose maintenant 2 commentaires Facebook sur ce sujet. Saleh Abdourahman de la RCA, le vote des Centrafricains est utile pour la paix, la sécurité, la réconciliation dans la justice et la reconstruction du pays. Et Roméo Jimas B, l'élection présidentielle en RCA est une bonne chose, a priori, mais la question que je me pose est de savoir si réellement elle va mettre fin à cette haine inexplicable des uns et des autres dans ce pays. Alors maintenant, Nyaka, peut-être pour terminer sur la Centrafrique, quels sont les défis qui attendent le prochain président de la République centrafricaine? Bon, les défis, c'est d'abord la sécurisation du pays, c'est la sécurité du pays, c'est le désarmement des bandes armées, c'est mettre sur pied une véritable réconciliation nationale et d'honorer quelques éléments fondamentaux de la nouvelle constitution, que la République centrafricaine est une république laïque, indivisible, qui se distance de tout intégrisme religieux ou ethnique. Et donc, je pense que, et puis bon, naturellement, il faut faire en sorte de mettre sur pied le reste des institutions, par exemple le Sénat, parce que l'Assemblée devrait être composée de 2 chambres. Donc voilà autant de chantiers que le futur président devra pouvoir gérer. Et rapidement, qu'en est-il des velléités d'autonomie, d'indépendance dans le nord du pays? Oui, c'est pour ça que je parle de sécurisation, de sécurité et de réconciliation nationale. Bien sûr aussi, le défi de l'intégrité et de l'intégrité de la République centrafricaine unie et indivisible. Nyaka, vous restez avec nous parce que tout à l'heure, on va parler du Rwanda. Et voilà, donc nous revenons après cette petite pause. Peut-être même qu'on va continuer ce Washington Forum. Donc merci de rester avec nous. Comme promis, plein feu maintenant sur le Rwanda avec cette question à laquelle ont répondu environ 6,4 millions d'électeurs. Alors êtes-vous d'accord avec la constitution de la République du Rwanda telle que révisée pendant l'année 2015? Eh bien, le oui l'a emporté avec 98,13% des voix contre seulement 1,71% pour le non. En d'autres mots, c'est le feu vert populaire à Paul Kagame de potentiellement se maintenir au pouvoir jusqu'en 2034. Mais l'initiative ne fait pas que des heureux, comme nous allons le voir dans ce reportage de Maurice Magoran, notre correspondant au Rwanda. L'essentiel, c'est que les Rwandais ont voté massivement en faveur d'une révision comme ils y ont droit. En 2017. Et le président en a profité pour dénoncer l'ingérence de la communauté internationale dans les affaires rwandaises. Nous avons le droit de mener nos vies en tant que nation et en tant que société, les Rwandais ne vont pas mener leur vie selon les choix des étrangers. La participation au récent référendum a été massive. Des longues files d'électeurs s'étiraient devant les bureaux de l'ouverture à 7 heures.
Les Rwandais devaient répondre par oui ou non à la question « Êtes-vous d'accord avec la constitution de la République du Rwanda ?» telle qu'est révisée pendant l'année 2015. D'après les chiffres définitifs de la Commission électorale nationale, le oui a obtenu 98,4% des voix contre 1,6% pour le non. Les députés et les sénateurs avaient sillonné le pays pour expliquer à la population les nouveautés de cette constitution. Tour à tour, les habitants prennent le micro et vantent les mérites du président en exercice, crédité du redressement économique et de la stabilité retrouvée du pays depuis la fin du génocide en 1994. Nous sommes derrière lui et je sais vraiment qu'il aime ce pays, il aime ce peuple rwandais. Il a prouvé qu'il est capable de donner de bons résultats et on ne remplace pas une équipe qui gagne. Le Parti démocratique vert, seul parti à s'opposer à cette réforme, a renoncé à faire campagne sur le terrain, estimant trop court le délai de 10 jours entre l'annonce du référendum et le vote. Aucun membre du Parti démocratique vert n'a souhaité s'exprimer à ce sujet. Dans un communiqué, le Parti vert n'a cependant pas hésité à exprimer sa position contre cet amendement. À noter que le président du Parti démocratique vert était en voyage en Suède au moment du référendum, ce qui remet en question une fois. Nous avons le droit de mener nos vies en tant que nation. La majorité des Rwandais et en tant que société, les Rwandais ne vont pas mener leur vie selon les choix des étrangers. Non seulement en raison de son bilan économique et social, mais aussi parce que 20 ans après le génocide, il apparaît aux yeux de beaucoup comme seul garant d'une réconciliation encore fragile. Et voilà, accueillons maintenant nos invités. Boniface Twagirimana, premier vice-président du parti d'opposition FDU. Ce sont les forces démocratiques unifiées de l'opposante emprisonnée Victoire Ingabire, parti non reconnu au Rwanda. Il nous rejoint depuis Kigali. Nous retrouvons sur ce plateau l'analyste politique Gervais Nyaka Lagoké et vous l'avez entendu tout à l'heure, Maurice Magoran, notre correspondant au Rwanda, nous rejoint également. Alors Maurice, je commence par vous. Je le disais, large victoire donc du oui au référendum sur la Constitution. Y a-t-il des voix, à part celle de l'opposition évidemment, qui s'élèvent contre ce plébiscite populaire en faveur d'un troisième mandat du président Kagame? Au fait, nous avons essayé de demander à des gens. C'est vrai qu'on n'a pas trouvé beaucoup de voix qui s'opposent vraiment à ce troisième mandat. Et même ceux qui s'y opposent, c'est souvent des gens qui sont à l'extérieur du pays et qui n'ont pas encore mis les pieds au Rwanda depuis un petit moment. Et voilà, c'est vraiment pas facile de trouver des gens qui s'opposent à cela. Peut-être qu'il y en a qui disent qu'ils ont peur, mais nous, on a senti les gens qui allaient là voter de leur propre gré et on n'a pas senti une pression derrière eux. Cette élection vraiment a été, c'était pas comme en 2010 où on sentait vraiment qu'il y avait des tensions, mais là on a senti les gens qui allaient là-bas vraiment de leur gré et voilà, on a dû, voilà. Alors, on a peur, mais on va voir si Boniface Twagirimana, lui, peut faire part de ses réactions. Alors, est-il possible de contester les résultats de ce référendum ou plus directement, est-il possible pour les opposants de barrer la route à un éventuel troisième mandat de Kagame? Oui, monsieur. Bon, moi, je dois vous dire que nous sommes, comme on vous l'avez dit, je suis vice-président du parti FDU Inkingi. Nous avons essayé de commencer l'opposition au Rwanda en 2010. Tout de suite, notre présidente, Mme Victoire Ingabire, a été emprisonnée. Et tous les autres opposants qui ont essayé ont été mis en prison. Il y a même les gens qui sont emprisonnés de la perpétuité. Alors, dès 2010, c'est-à-dire que le président Kagame n'a jamais voulu accepter l'opposition au Rwanda. Toutes les personnalités qui ont essayé d'aborder ce sujet ont été soit expulsées du pays, soit allées à l'étranger, soit ils sont en prison. Alors, nous avons continué à essayer, ça n'a pas marché. C'est-à-dire que normalement, le pouvoir en place dès l'arrivée du pouvoir du général Kagame en 1994. Donc, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition au Rwanda. Donc, pour pouvoir travailler au Rwanda comme parti d'opposition, comme un parti politique, il vous faut travailler dans la parapluie du FPR, le pouvoir en place. Sinon,
votre parti risque même à être chassé du pays. Donc, c'est impossible vraiment de s'attaquer à ce que le pouvoir a en place, parce qu'au Rwanda, il n'y a pas vraiment le droit d'expression, l'espace politique est fermé, les médias indépendants n'existaient pas, la société civile n'existait pas. Alors, ça veut dire quoi? La population n'a vraiment aucun choix sauf de sauver les vies en acclamant à ce que le pouvoir a mis en place. Oui. Donc, ça veut dire que même la constitution qui a été, soi-disant, entre guillemets, qui a été votée par une masse de la population, vous connaissez très bien, il y a une pétition, soi-disant que c'est une pétition de la population. Justement, monsieur Twagirimana, vous allez avoir l'occasion de parler de tout ça. Justement, j'allais vous demander, vendredi, c'est le peuple qui a parlé. Le peuple l'a fait pacifiquement et veut que ce président prolonge ses années au pouvoir à la fin de son deuxième mandat. Vous l'avez dit, n'oubliez pas donc que 3,7 millions de Rwandais avaient également demandé par pétition, que vous venez de mentionner, un maintien au pouvoir de Paul Kagame après 2017. Pourquoi donc s'opposer à la voix du peuple? Bon, c'est ce que j'allais dire. On ne peut pas vraiment affirmer qu'il y a eu une pétition de la population. Bon, il y a eu une pétition, mais c'était une pétition forcée. Parce que dans un pays. Comment ça, une pétition forcée? Je ne comprends pas. Expliquez-nous. Bon, je vous explique parce que les gens ont signé la pétition, soit pour la peur de s'opposer à ce que le pouvoir a avancé, de peur qu'ils peuvent perdre leur travail, des gens qui ont des emplois, et les populations ordinaires, la population ordinaire veut aussi peur de s'opposer à ce que le FPR, le pouvoir en place, a planifié. Parce que ici, quand vous vous opposez à ce que le FPR, le parti au pouvoir, a mis en place, et vous êtes considéré comme l'ennemi du pays, on doit vous chasser avec toutes les forces. Alors, donc, qu'est-ce que vous voulez dire cette pétition, monsieur Twagirimana, les élus ont tenu compte de cette pétition pour pour modifier la Constitution ou éventuellement. Donc, vous voulez dire que ces députés ne sont que des marionnettes? Oui, ce n'est pas moi seulement qui le dis, même les observateurs internationaux comme les ambassades qui opèrent ici au Rwanda, ils ont dit un changement de la constitution au Rwanda, c'est un changement falsifié. Donc, qui n'a vraiment montré la volonté libre de la population. Ils ont falsifié son manœuvre de changer la constitution justement pour donner au président Kagame de diriger le Rwanda à vie. Alors, ce n'est pas moi qui le dis comme quelqu'un qui est dans l'opposition, mais aussi des observateurs comme les ambassades, les pays qui étaient vraiment les pays amis du pouvoir du général Kagame. Aussi, ils ont donné des inquiétudes sur la façon dont on a organisé cette constitution, dont on a organisé cette pétition, comme quoi c'était vraiment, il y avait une mise directe et forcée du pouvoir exécutif qui a forcé la population. Vous l'accusez de quoi exactement, Kagame? Vous l'accusez de quoi? On ne peut pas dire que ce n'est pas lui, mais c'est lui qui a l'avantage de rester au pouvoir. On ne peut pas vraiment affirmer comment, dans un pays qui compose de 11 millions, qui vient de passer presque 21 ans sur le pouvoir, qu'on ne peut pas vraiment avoir aucune autre personne qui peut diriger le Rwanda. Donc c'est une stratégie qu'ils ont utilisée justement pour que Kagame campe au pouvoir à vie. Alors, ça montre justement une dictature féroce. Le mot est lancé. On va continuer. On a notre invité Nyaka qui est également sur le plateau avec nous. Alors, il faut dire que le gouvernement américain s'est dit déçu, d'autant que les modalités pour le référendum n'ont pas donné suffisamment de temps et d'opportunités pour un débat politique. En juin, déjà, Washington s'était également opposé à un éventuel troisième mandat. Alors, Nyaka, le président Kagame, nous nous en souvenons, s'était engagé à respecter les limites de mandat quand il avait été élu pour la première fois au suffrage universel en août 2003, mais à tellement vouloir s'accrocher au pouvoir, Kagame est-il en voie de compromettre son bilan?
Ouais, bien sûr qu'il va compromettre son bilan parce qu'il faut être honnête. Il y a eu des réalisations économiques assez louables. Donc on n'aura pas le temps de les citer. Alors donc, comme l'opposant l'a dit, un homme a beau être bon, il ne peut pas se substituer à la volonté de 11 millions de personnes. Et on ne peut pas non plus croire à l'idéologie d'un être indispensable et exceptionnel, unique dans un pays. Alors s'il n'y a pas d'institutions qui survivent à Kagame, je pense qu'après son départ, le Rwanda risque de retourner dans une guerre civile et dans une crise politique beaucoup plus grave. Et d'ailleurs, il faut dire que nous ne sommes pas là pour faire le procès de Kagame. D'ailleurs, pour précisément parler de ce bilan, c'est la rébellion menée par Kagame qui avait mis fin en juillet 1994 au terrible génocide des Tutsis au Rwanda, un pays qui était donc détruit, mais qui se vante aujourd'hui d'un taux de croissance de 8%, l'un des meilleurs en Afrique. La mortalité infantile a été réduite de 2/3, alors que la Banque mondiale n'hésite pas de parler de succès remarquables en matière de développement. Voilà un bilan loin d'être désastreux, Nyaka, comme on en voit dans ces autres pays où les présidents veulent s'éterniser au pouvoir, hein, c'est-à-dire ils n'ont pas de bon bilan. Alors le Rwanda doit-il être considéré comme un cas à part ? Comment ? C'est que en voulant s'éterniser au pouvoir. On ne veut pas qu'il s'éternise, mais peut-être pour se rassurer que tout se passe bien. D'ailleurs, il n'a pas encore préparé l'alternance. Non, c'est-à-dire que ce soit Kagame, que ce soit Blaise Compaoré, qui pensait qu'il était un homme indispensable au Burkina. Il est parti. La transition s'est bien passée. Il a voulu la détruire. Il n'a pas réussi. Oui. Et le Burkina a eu une élection des plus crédibles. Donc, je crois qu'après Kagame, le Rwanda devrait pouvoir réfléchir à des institutions beaucoup plus fortes. D'accord. Et maintenant, très rapidement, 2 commentaires Facebook. Mahamat Touka de Dakar. Kagame peut instaurer une démocratie réelle au Rwanda en organisant des élections libres et transparentes, sans qu'il se représente à la présidentielle, bien sûr. L'alternance peut sauver le Rwanda. Et Lassane Zungrana, M. Kagame n'est pas le dieu de son pays. Des milliers d'autres peuvent le remplacer, qu'il dégage, car nous n'avons plus besoin de ces politiciens en Afrique. Voilà un commentaire catégorique. Boniface Twagirimana, très rapidement, vous avez déjà été arrêté. Votre parti n'est pas reconnu au pays. Alors, si Kagame doit partir, quelle alternative offrez-vous au peuple rwandais ? Bon, c'est difficile parce que justement, c'est là où nous avons la peur, parce que justement, nous avons la mauvaise histoire, comme quoi chaque président qui a dirigé le Rwanda n'a pas eu la bonne volonté de quitter le pouvoir et ça a été suivi par de la violence. Alors, justement, on a peur parce que justement, c'est comme si le général Kagame engage encore le Rwanda dans cette violence, parce que justement, s'il ne veut pas quitter le pouvoir, s'il veut camper au pouvoir jusqu'à la fin de sa vie, ça veut dire que justement, c'est l'ouverture de la violence qu'il est en train d'ouvrir. Alors, pour nous, on ne peut pas vraiment comment faire parce que notre parti avait engagé un débat démocratique, à débuter la démocratie au Rwanda. Oui. Mais justement, que nous allons commencer oui. Je dois malheureusement vous interrompre parce que ça passe trop vite. Alors pour terminer très rapidement, Nyaka, si rien ne semble arrêter Kagame dans son entêtement à prolonger ses longues années au pouvoir, qui va l'en empêcher ? C'est vrai, on le sait, que le pouvoir consume, le pouvoir séduit, le pouvoir corrompt. Et Kagame, aujourd'hui, est en train de confirmer cet axiome. Je pense que le peuple rwandais devrait pouvoir s'organiser et pour pouvoir mettre fin à ce que M. Kagame est en train de faire de s'éterniser au pouvoir. Ce sera le mot de la fin, malheureusement. Un grand merci à nos invités. Boniface Twagirimana, premier vice-président du parti d'opposition rwandais FDU, l'analyste politique Gervais Nyaka Lagoke et notre correspondant Maurice Magoran. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis de la VOA. Partout où vous êtes, toute l'équipe se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt.